Parfait. Donc, je pense qu'on est prêt à commencer. Donc, bonjour et bienvenue à la présentation officielle de l'analyse de métier de mécanicien de véhicules lourds routiers. Je suis Joanne Dubé du CSMO Auto. Pour faire cette présentation aujourd'hui, je suis en compagnie de Chloé Saint-Amand, qui est directrice du Camoroute, de Lydia Massimiani, coordonnatrice à la formation également du Camoroute, de Danielle Lechasseur, directrice du CSMO Auto, de Valérie Lemel, adjointe de direction au CSMO Auto, et également de Lynne Côté, qui est consultante, la consultante à qui nous avons confié le mandat de réaliser cette belle étude. Cette présentation est l'aboutissement de plusieurs phases réalisées depuis 1 an. Malgré la pandémie, on a choisi de poursuivre cette étude, mais on a dû adapter la méthodologie et tout le processus de cueillette d'informations. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter les faits saillants des différentes phases et aussi les recommandations et pistes d'action. En effet, l'ordre du jour de la présentation va être segmenté comme ceci. Donc, peut-être juste se présenter l'ordre. Parfait, merci. Donc, origine du projet et mise en contexte, objectif de l'étude, démarche méthodologique, les faits saillants du portrait, tendance, enjeux du secteur du véhicule lourd routier, faits saillants aussi de l'analyse du métier et des besoins de formation, et on termine avec les recommandations et pistes d'action et un petit mot de la fin. Donc, c'est ce qu'on vous propose aujourd'hui. Pour faciliter la présentation, vos micros et écrans resteront fermés parce qu'on est quand même plusieurs aujourd'hui. Toutefois, nous vous invitons à intervenir et poser vos questions via la boîte de conversation tout au long de la présentation. On aura d'ailleurs des moments là, spécifiques pour répondre aux questions. De plus, la présentation est également enregistrée pour rediffusion. Sans plus tarder, je demanderai à Danielle Lechasseur, directrice du CSMO Auto, d'expliquer l'origine du projet ainsi que la mise en contexte. La parole est à toi, Danielle. Merci beaucoup, Joanne. D'abord, on est très heureux aujourd'hui de pouvoir vous partager les résultats de cette étude. On est également très, très satisfait des résultats et du travail accompli. Ça a été accompli de main de maître là, avec beaucoup de professionnalisme, d'autant plus qu'on était dans un contexte pandémique. Donc, c'est vraiment un travail qui a été fait avec beaucoup de professionnalisme. Alors, écoutez, ça fait longtemps qu'au comité sectoriel, évidemment, on s'occupe du secteur du lourd, on s'y intéresse. On a fait plusieurs travaux dans le passé qui étaient liés aux besoins qu'on avait de mieux comprendre ce secteur-là et de trouver les meilleures façons d'intervenir. Donc, on avait déjà mis en place une table sous-sectorielle du véhicule lourd autour duquel on avait plusieurs partenaires, dont les associations patronales syndicales, les comités paritaires, les centres de formation professionnelle, puis aussi évidemment le Camoroute, avec qui on collabore depuis plusieurs années, là, étant donné nos missions similaires et nos enjeux similaires au niveau du véhicule lourd, notamment au niveau des mécaniciens. Donc, on a, à travers cette table-là, déjà identifié l'importance, évidemment, du secteur au niveau de l'économie du Québec, mais aussi au niveau de sa croissance. On a vu que plusieurs facteurs influencent le milieu de plus en plus, dont l'évolution technologique, évidemment, le secteur environnemental, donc au niveau des gaz à effet de serre, et aussi tout l'enjeu de la sécurité routière au Québec par rapport aux véhicules lourds. Donc, on a été à même de constater la complexification de tous les systèmes mécaniques, la diversification aussi des types de véhicules routiers qu'on retrouve sur nos routes. Donc, tous ces enjeux-là nous ont permis de cibler vraiment l'urgence d'intervenir dans le secteur, de mieux comprendre le secteur, mais évidemment de mieux comprendre tous ces facteurs-là, qu'est-ce que ça a comme impact sur le métier de mécanicien de véhicules routiers. Alors, on a évidemment vu dans le passé aussi, puis jusqu'à tout récemment, les besoins croissants de formation et de développement de compétences. Donc,
on manquait un peu d'informations pour pouvoir aller de l'avant, pour développer des formations. On a choisi d'entrée de jeu de faire une analyse de métier pour avoir une meilleure lecture du métier, de l'environnement de travail et aussi, évidemment, du secteur du véhicule lourd. Donc, on est très content d'avoir fait cette étude-là. Je pense que pour nous, comme pour tous nos partenaires, ça va permettre de pouvoir maintenant cibler des pistes d'action qui vont être plus concrètes et prioriser certains enjeux. Donc, voilà pour moi. Je vous laisse au bon soin des autres présentateurs. Merci et bonne présentation. Merci beaucoup, Daniel. J'inviterai maintenant la directrice du CAMOPA, Chloé Saint-Amand, à nous dire quelques mots. La parole est à toi, Chloé. Merci, Joanne, certainement. Mais merci à tous. Bienvenue à cette présentation. Moi, je tenais tout d'abord à remercier le CSMO Auto pour ce beau projet d'étude. Je pense que l'intérêt que vous avez supporté pour en faire une belle collaboration avec nous, c'est très important. C'est un partenariat qui nous tient vraiment à cœur, qui est en accord avec nos objectifs communs, là, qui est pour un comité sectoriel, qui est d'assurer la pleine utilisation des compétences de la main-d'œuvre dans nos industries respectives. Donc, pour nous, c'est sûr, on le sait, l'industrie du transport routier, il doit composer avec cette pénurie de main-d'œuvre-là, une pénurie de main-d'œuvre qui est qualifiée pour le poste de mécanicien de véhicules lourds. Donc, c'est une étude qui est importante, surtout que le poste va être amené à évoluer au cours des prochaines années. On parle ici de l'électrification des transports et des parcs automobiles. On prévoit, par exemple, que 65% des autobus scolaires seront propulsés grâce à des moteurs électriques d'ici 2030 et 100% d'ici 2035. Donc, c'est des enjeux qui vont être importants. De même aussi pour le transport de marchandises. Là. Donc, je pense que la pandémie a joué un rôle important au niveau de la conscientisation des gens au changement climatique. Donc, ça va être une suite qui est logique de partir avec cette analyse-là pour mieux établir les enjeux futurs. Donc, on remercie bien entendu le CSM Auto, on remercie la Commission des partenaires du marché du travail pour leur aide financière. Puis, je vous souhaite une très bonne rencontre. Merci beaucoup, Chloé. Donc, maintenant, ce sera au tour de Lynne Côté, la consultante qui a réalisé, à qui on a confié le mandat de réaliser cette étude, de poursuivre la présentation. Donc, j'inviterai Lynne à commencer la présentation. Ça commence bien. Ah, ça va? Ton micro était fermé. C'est bien ça. Là, tu peux l'ouvrir, Lynne. Là. Alors, je commencerai d'abord par présenter les objectifs de l'étude. Il y en avait plusieurs. Actualiser le portrait de l'industrie et de la main-d'œuvre pour le métier de mécanicien de véhicules lourds qu'on retrouve dans les deux secteurs dans lesquels ils œuvrent. Réaliser un diagnostic de la gestion des ressources humaines, toujours pour le poste. Par exemple, regarder quelles étaient dans l'industrie les pratiques ressources humaines en place, l'environnement réglementaire, les éléments de santé et sécurité qui touchent le poste, les besoins quantitatifs de main-d'œuvre, la formation et le développement. Donc, beaucoup d'éléments au niveau du diagnostic de la gestion des ressources humaines devaient être vérifiés. Le troisième objectif, on a eu à définir le métier de mécanicien de véhicules lourds routiers. Ensuite, identifier les perspectives futures pour ce métier-là, identifier finalement les besoins de développement des compétences et formuler des recommandations et définir un plan d'action. Alors, la démarche qui a été mise en place pour atteindre ces objectifs. Est-ce que c'est possible de changer la diapo? Merci. La démarche méthodologique, le travail s'est réalisé en 4 grandes phases. D'abord, le portrait du secteur qui a été réalisé de juin à septembre 2020. On a procédé à une revue de littérature et à plusieurs entrevues, une dizaine en fait, auprès d'entreprises représentatives des deux secteurs. Et à chaque étape, on a réalisé un rapport qui sera rendu disponible. Joanne pourra vous le préciser tout à l'heure à quel moment.
La deuxième phase, c'était de réaliser un diagnostic de la gestion des ressources humaines. Donc, le travail a été réalisé de septembre à octobre 2020. Alors, à ce moment-là, on a mis en place des groupes de discussion virtuels, bien sûr. Il y a eu 4 groupes qui nous ont permis de rencontrer 22 responsables ressources humaines, donc qui nous ont permis de mieux comprendre là, quelles étaient les problématiques ressources humaines dans le secteur. La phase 3, qui était l'analyse du métier de mécanicien de véhicules lourds, qui, elle, s'est réalisée de octobre 2020 à avril 2021. On a procédé en 2 étapes. D'abord, l'analyse de métier qui a permis de mettre sur pied 3 comités d'experts et de tenir un ensemble, 4 pour chacun des comités, 4 rencontres, ateliers virtuels de travail à laquelle ont contribué 14 experts du métier et 2 experts de la santé et sécurité au travail. La deuxième étape, c'est l'analyse des besoins de formation qui a été réalisée par le biais d'un sondage qui a été construit sur la base de l'analyse du métier qui avait été faite par les experts. On a eu un sondage auquel ont répondu 57 entreprises qui ont pu nous exprimer, là, dans le fond, leurs besoins de formation pour le métier de mécanicien de véhicules lourds. Et finalement, la phase 4, qui est la phase qui s'est terminée en mai, où on a rédigé un rapport final et élaboré des recommandations. Alors, si je vous présente maintenant les faits saillants, voici d'abord le portrait du secteur des véhicules lourds routiers. L'étude a permis de bâtir un écosystème du secteur des véhicules lourds routiers de façon à mieux comprendre là, quelles étaient les interactions et la dynamique de l'industrie. On a pu identifier, dans le fond, 3 grands secteurs qui disposent d'ateliers mécaniques pour les véhicules lourds routiers. D'abord, le secteur manufacturier, où on va retrouver des activités pour des fabricants de véhicules lourds routiers et des équipementiers, par exemple, qui fabriquent des moteurs. C'est comme exemple, il y a des équipementiers de moteurs. Un deuxième secteur qui a été couvert aussi, c'est le secteur des services automobiles dont fait partie les véhicules lourds. Ce secteur-là est composé, dans le fond, en différentes activités. D'abord, la vente et la location de véhicules neufs et usagés. On va retrouver dans ce groupe-là des concessionnaires de véhicules neufs et des concessionnaires et marchands de véhicules usagés, et aussi des services de location qui ont des ateliers mécaniques là, pour l'entretien de leurs véhicules qui sont en location. Le secteur se subdivise aussi entre la vente et ce qu'on appelle l'après-marché, qui est composé d'ateliers mécaniques indépendants qui vont intervenir principalement sur des véhicules usagés, puisque ce sont les concessionnaires qui interviennent sur les véhicules neufs là, pour la garantie. On va trouver aussi des distributeurs et magasins de pièces usagées et des centres de recyclage. Alors, tous ces intervenants, on dispose d'ateliers mécaniques où on va retrouver des mécaniciens de véhicules lourds. Le troisième secteur, c'est le secteur du transport routier. Alors, 2 activités principales, le transport de marchandises et le transport de personnes par autobus scolaire et autocar. On n'a pas couvert dans l'étude les flottes gouvernementales et municipales ainsi que les sociétés de services urbains de transport en commun, puisque, dans le fond, ces intervenants sont gouvernementaux et ne sont pas couverts par les comités sectoriels de main-d'œuvre. Ce qu'on a pu constater, c'est vraiment des grandes révolutions qui sont en devenir et on en entend parler beaucoup de ces temps-ci. Et ça demande aux mécaniciens d'intervenir sur les véhicules lourds. Et donc, après la révolution de l'électronique, dans laquelle, dans le fond, les entreprises se retrouvent
actuellement en plein dans l'évolution au niveau de l'électronique. Ce qu'on voit qui s'en vient, c'est des défis au niveau de l'électrification. Donc, on assiste de plus en plus à l'apparition de véhicules qui vont être 100% batterie et d'autres véhicules qui vont être plus hybrides, donc électriques, et avoir un mode de combustion souvent alternatif. Et on assiste aussi à des véhicules qu'on dit à l'hydrogène. Par contre, au Québec, actuellement, on ne trouve pas beaucoup de ces véhicules-là. Ça va être surtout aux États-Unis. Mais selon les experts, on devrait voir apparaître ce type de véhicule-là aussi au Québec. Le deuxième grand changement, c'est tout ce qu'on appelle l'intelligence des véhicules lourds. Alors, ça prend deux formes. D'abord, la connectivité. Alors, on va assister à de plus en plus de véhicules qui sont connectés et qui disposent d'un système embarqué de communication qui offre un accès à Internet. Donc, cet accès-là va permettre de communiquer de véhicule à véhicule, de véhicule à l'infrastructure et de véhicule à même des personnes directement ou du véhicule au nuage Internet. Ces éléments de connectivité sont plus, comment je pourrais dire, vendus c'est des options, en fait, les entreprises peuvent demander à retrouver là, sur leur véhicule. Donc, un des constats aussi, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, dans le fond, la fabrication des véhicules lourds routiers se faisait de plus en plus sur mesure. Chaque entreprise décide, dans le fond, de la technologie qu'elle veut voir sur ses véhicules en fonction de ses besoins. L'automatisation, c'est aussi un grand changement qu'on voit apparaître. Alors, l'automatisation, c'est, dans le fond, qu'un véhicule soit capable de rouler sans l'intervention d'un être humain. On n'est pas rendu là encore, vraiment, ou avec aucune intervention. Alors, grâce à des capteurs puis à des logiciels ou des algorithmes sophistiqués, le véhicule peut circuler puis prendre des décisions, mais actuellement, la plupart des installations qu'on peut voir au niveau de la connectivité, le conducteur, particulièrement pour les véhicules lourds routiers, peut encore intervenir. Il y a certains projets pilotes où on parle de véhicules totalement automatiques qui fonctionnent sans la présence de personnel, mais disons qu'ils sont concentrés dans des endroits très encadrés, si on peut dire. L'encadrement réglementaire suit énormément l'évolution du transport routier. Actuellement, au Québec, le transport routier est vu comme un secteur qui est très polluant à cause des gaz à effet de serre. Ça demande, en fait, on considère que depuis 2015, le secteur des véhicules lourds et plus spécifiquement les camions de marchandises sont la principale source d'émissions de gaz à effet de serre. On a même dépassé les véhicules automobiles à ce niveau-là. La réglementation environnementale, donc, devient de plus en plus importante et présente, et aussi des réglementations au niveau de la sécurité routière. Et ces réglementations-là sont même les principaux moteurs de l'évolution technologique qui touchent là, les camions, les véhicules lourds routiers. Alors, le gouvernement intervient à plusieurs niveaux dans le transport routier. On va parler des normes de Transport Canada, politique et normes de camionnage, la loi canadienne sur la protection de l'environnement, des normes aussi au niveau du contrôle des gaz à effet de serre. Il va y avoir des normes américaines pour les transports de longue distance. La Société d'assurance automobile aussi intervient, émet des normes de sécurité des véhicules, a même un guide de vérification mécanique pour assurer l'entretien préventif et la sécurité des véhicules. On n'a qu'à penser au programme PEP qui permet, dans le fond, c'est une sorte de certification des entreprises pour avoir à faire l'entretien préventif dans les entreprises. On va parler aussi, la SAC va faire des contrôles routiers à chaque année pour vérifier, dans le fond, l'état des camions.
Donc, vous pouvez voir déjà l'importance du travail des mécaniciens de véhicules lourds à ce niveau-là pour réduire, dans le fond, les risques d'accidents ou de problématiques au niveau de l'entretien des véhicules lourds. Il y a la politique énergétique de la Commission du transport du Québec aussi qui s'est donnée pour objectif. Puis, Mme Sainte-Marie du comité de Camoroute a soulevé, dans le fond, justement, la transformation qui devra se passer, qui devra se produire d'ici 2030 et 2035 au niveau là, des flottes de véhicules, d'autobus particulièrement. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'évolution aussi à ce niveau-là, au niveau des véhicules lourds, là, les camions. Et bon, finalement, en termes de réglementation, on a aussi un décret sur l'industrie des services automobiles qui s'applique à différents travaux sur l'entretien et la réparation des véhicules lourds, mais ce décret ne touche que certaines régions du Québec et ne s'applique pas, dans le fond, à l'ensemble du Québec. On va parler aussi de développement de stratégies carburant-énergie. Alors ça, c'est un encadrement qui demande pour les gaz, les carburants alternatifs, demande aux mécaniciens d'obtenir une carte de compétences spécifiquement pour intervenir sur des véhicules qui utilisent ces carburants alternatifs. Il y a d'autres accréditations aussi quand on parle d'allocarbures dans les systèmes de climatisation. Il y a différentes technologies éco-énergétiques aussi, bon, la transformation au niveau de l'électricité. Alors, il y aura probablement lieu de mettre un genre de processus d'accréditation pour les mécaniciens qui vont faire l'entretien et la réparation de ces véhicules. Si on essaie de faire un portrait statistique, en fait, le métier, la classification nationale des professions au niveau gouvernemental situe le poste de mécanicien de véhicules lourds dans un code CNP qui nous permet habituellement d'avoir des statistiques. Alors, ce code CNP représente actuellement, en fait, c'est des données de 2016 malheureusement, mais 37 000 emplois qui, dans le fond, les données sont agrégées et rendent très difficile le ciblage là, de la population des mécaniciens de véhicules lourds puisqu'ils comprennent aussi les véhicules automobiles, les mécaniciens automobiles. Donc, on n'a pas pu vraiment tracer un vrai portrait statistique à cause de cette agrégation des données. Et puis vous allez voir plus tard, on demande, en fait, on va demander comme recommandation là, de travailler à pouvoir être en mesure là, de mieux connaître des données statistiques au niveau du métier, de façon à pouvoir avoir un portrait réel du nombre de mécaniciens que ça peut représenter là, dans le secteur des véhicules lourds. Alors, voilà pour le bref portrait du secteur. Parfait, merci Lynn. On serait rendu à une période de questions. On a choisi de segmenter un petit peu la présentation de cette façon-là. Donc, on aurait une période de questions là, qui serait ouverte là, pour cette portion-là. Donc, j'inviterai ma collègue Valérie Lemels, à qui les questions que vous lui posez sont adressées, de lire. On va souhaiter qu'on ait une question, là, on devra en avoir, de lire au moins une première question là, pour cette portion-là. Donc, Valérie. Bonjour. Donc, la première question. Selon vous, est-ce que tous les secteurs du véhicule lourd routier sont prêts pour s'adapter aux nombreux changements technologiques qui arrivent à grands pas? Alors, Donc, oui, je vous dirais que certains secteurs sont plus prêts que d'autres, comme les concessionnaires, par exemple, qui ont l'obligation de suivre les formations des fabricants pour être en mesure de représenter, dans le fond, certaines marques de véhicules lourds routiers.
lors de nos consultations, en fait, on nous a quand même laissé entendre que les changements sont toutefois rapides et qu'il est difficile que tous soient à jour là, au même rythme. Par rapport aux entreprises de transport, la situation est très différente. On va s'adapter en fonction des véhicules là, lorsqu'on fait le renouvellement des flottes. Donc, voilà, tout le monde, en fait, la plupart des entreprises consultées prévoient éventuellement s'adapter aux technologies, mais disons que ce n'est pas fait encore. Les changements ne sont pas implantés partout. Mais qu'est-ce qu'ils devraient mettre en place rapidement pour faciliter cette transition? En fait, évidemment, pour être capable de suivre les changements technologiques, il est clair qu'il y a un besoin d'une stratégie de formation là, qui va être structurée à tous les niveaux, que ce soit au niveau du contenu par rapport aux technologies émergentes et même là, à la diffusion, l'accès à la diffusion de formation chez tous les acteurs là, du secteur. Merci, Lynn. Est-ce que Valérie, on a d'autres questions concernant cette portion-là? Non. Non? OK. De toute façon, si vous avez des questions… Attendez. Il y en a une qui vient d'arriver. Okay, y avait-il des surprises pour vous dans ce portrait? Pardon? Okay. Je n'ai pas compris la question. La question est, y avait-il des surprises pour vous dans ce portrait? En fait, on va peut-être en parler un petit peu plus tard. Dans le fond, la surprise, oui et non, au niveau là, de l'écart des compétences dans les entreprises, au niveau là, de l'adaptation, au niveau des technologies, et aussi la pénurie de main-d'œuvre dont je vais vous parler un petit peu plus tard, là, qui en fait contribue à augmenter là, la problématique au niveau du développement des compétences. OK. Bien, merci, Lynn. Écoute, je pense que c'est bien pour les questions. Si jamais, pour quand même continuer la présentation, vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. S'il nous reste un peu de temps à la fin, on pourra les poser. Puis sinon, on va faire un suivi là, de vos questions aussi, là, sans problème. Donc, bien, merci Valérie. Donc, Lynn, je t'inviterai à poursuivre l'autre section qui touche plus là, les faits saillants, tendances et enjeux. Oui. Alors, on a subdivisé cette présentation-là en deux étapes. D'abord, les tendances et enjeux du secteur et ensuite les tendances et enjeux ressources humaines là, qui sont ressortis. Donc, le premier constat, c'est que depuis le début de la pandémie, on a pu constater que les ateliers mécaniques dans tous les secteurs du véhicule lourd routier ont été reconnus comme un service essentiel. Ce qui a fait que finalement, la plupart des ateliers mécaniques ont continué à opérer à pleine capacité. On a pu aussi, je vous en ai parlé, dans le fond, on a appris que les mécaniciens et les mécaniciennes de véhicules lourds routiers exercent leur métier dans de multiples secteurs, que ce soit la fabrication ou les équipementiers, la vente et la location de véhicules lourds neufs et usagés, les services de location de véhicules lourds, les ateliers mécaniques indépendants de l'après-marché, l'entreprise de transport routier de marchandises et les entreprises de transport de personnes, autobus scolaires et autocars. Alors, les mécaniciens travaillent dans de multiples secteurs qui ont leurs propres défis et, dans le fond, qui exigent, là, dans le fond, de maîtriser des compétences particulières. Un autre constat qu'on a pu émettre, c'est que, dans le fond, on a constaté que la fabrication des véhicules lourds est de plus en plus complexe, et non seulement complexe, mais sur mesure, et qu'elle évolue en fonction des défis environnementaux et de sécurité routière qui, dans le fond, sont les principaux moteurs de changement technologique qui touchent le secteur. De plus, bon, les entreprises de transport routier, on a constaté un retard de compétences,
Donc, c'est plus ou moins prononcé selon le secteur, mais pour les entreprises de transport de marchandises, l'adaptation se fait au fur et à mesure du renouvellement de leur flotte. Et ce qu'on a pu constater aussi, c'est une certaine résistance des entreprises de transport de marchandises face aux nouvelles technologies, puisque, dans le fond, leur main-d'œuvre n'est pas prête à faire face à ces nouveaux défis. L'adaptation des compétences dont j'en ai parlé est difficile. Et finalement, la demande pour les véhicules lourds, routiers, hybrides et électriques est vraiment en croissance. Et on le sait, leur nombre sera de plus en plus important dans un futur proche sur les routes là, du Québec. Et il y a peu d'entreprises, incluant les concessionnaires, qui sont réellement prêts à faire face à l'apparition massive de ces véhicules. Alors, on parle d'une apparition massive en 2030, 2035. Et actuellement, c'est clair que les entreprises ne sont pas prêtes à faire face là, à ce défi-là. Là, au niveau des enjeux de ressources humaines, on en a identifié 4 principaux. Le secteur du véhicule lourd routier fait face à une importante pénurie de mécaniciens véhicules lourds. Pendant la pandémie, il y a eu des mises à pied, mais temporaires, mais lorsque les activités ont vraiment repris, les entreprises ont pu constater qu'il n'y avait pas plus de mécaniciens et que, dans le fond, lorsqu'on faisait des affichages pour des postes, il y avait très, très peu de personnes qui faisaient application là, pour un poste permanent même. Alors, les entreprises ont dû, qui prévoient embaucher en plus au niveau des prochaines années, ce qu'on constate, c'est que l'offre est limitée et la compétition entre les entreprises des différents secteurs est de plus en plus grande. Et les gens vont aller même jusqu'à embaucher des personnes qui sont expérimentées en mécanique, mais non formées pour le véhicule lourd routier. Le deuxième défi, c'est un défi d'attraction puis de recrutement et de rétention des mécaniciens de véhicules lourds routiers, mais qualifiés. Donc, comme je vous disais, la difficulté, dans le fond, c'est d'attirer des gens qui sont formés pour le véhicule lourd routier. Il y a une difficulté aussi d'attirer des jeunes dans les programmes de formation professionnelle en mécanique de véhicules lourds routiers. Certaines cohortes de formation pour le programme de mécanique de véhicules lourds routiers ne se donnent pas parce qu'il n'y a pas suffisamment d'inscriptions. Alors, vraiment, ce que ça fait, c'est que ça crée un bassin de main-d'œuvre qui est non qualifié, alors que le travail se spécialise de plus en plus et devient de plus en plus complexe aussi. Un autre constat qu'on a pu faire, c'est le vieillissement de la main-d'œuvre qui ralentit la croissance et le développement technologique du secteur du véhicule lourd routier. Plus l'équipe mécanique est âgée, plus on constate une résistance au changement technologique. Alors, actuellement, les changements, ce que ça fait, c'est que ça demande aux mécaniciens de maîtriser l'utilisation de nombreux logiciels de diagnostic et de développer la capacité d'intervenir sur des systèmes qui sont complexes d'électronique, de connectivité et d'électricité. Deux sous-secteurs sont particulièrement confrontés à cette réalité-là à cause du vieillissement de leur équipe de mécaniciens. C'est les ateliers indépendants de l'après-marché et les entreprises de transport de marchandises où on voit aussi là, un indice important de vieillissement de la main-d'œuvre. En fait, plus les équipes de mécaniciens sont jeunes, plus les entreprises sont en mesure de se doter des compétences requises pour suivre l'évolution. Actuellement, c'est plus le secteur des concessionnaires et des fabricants qui disposent de ces compétences-là, mais même eux, c'est difficile de suivre l'évolution, mais leur main-d'œuvre est beaucoup plus jeune. Donc, plus
en mesure de s'adapter facilement à une évolution technologique rapide. La solution qui a été privilégiée par les entreprises pour combler les écarts de compétences, en fait, passe par la formation des mécaniciens. Alors, plusieurs entreprises ont constaté que même les diplômés au seuil d'entrée sur le marché du travail ne sont pas nécessairement en mesure d'intervenir au niveau pratique. Alors, ils ont besoin d'encadrement et on a pu constater que l'approfondissement de la formation de base était nécessaire, puis devait être au cœur là, de la formation initiale et permettre aux gens de bien comprendre c'est quoi le processus de travail plutôt que nécessairement les technologies. Le niveau de compétence aussi des équipes mécaniques en place va limiter la capacité des entreprises à accomplir des activités mécaniques complexes et spécialisées, ce qui fait que plusieurs entreprises vont faire leur travail d'entretien et de réparation au-delà de la période de garantie, va le faire par les concessionnaires parce qu'ils n'ont pas les compétences à l'interne. Alors, on voit que la formation va être la solution, mais actuellement, les entreprises ne sont pas suffisamment outillées pour faire face à cet écart de compétences. Parfait, ça fait le tour, Lynn, ou tu avais d'autres choses? Exactement. Parfait. Merci beaucoup. On s'est rendu à une petite période de questions concernant ce volet-là. Je ne sais pas, Valérie, si tu as reçu des questions à cet effet. Alors, j'en ai une. Okay. Qu'est-ce qui vous permet de penser que les entreprises prévoient d'embaucher des mécaniciens véhicules lourds routiers au cours de la prochaine année? Alors, le diagnostic des ressources humaines qui a été réalisé auprès des représentants RH des entreprises nous a permis de voir cette tendance-là, en fait, que les gens avaient besoin de recruter. Il n'y avait pas suffisamment de main-d'œuvre de mécaniciens dans leurs équipes et qu'ils prévoyaient embaucher au cours de la prochaine année. Et ce constat-là a été confirmé par le sondage qu'on a réalisé auprès de 57 entreprises, dont 73% nous ont dit avoir cette intention. Parfait. Merci, Lynn. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Valérie? Oui, une autre question. Est-ce qu'il va y avoir de l'aide pour la formation en entreprise? De l'aide. Lynn, est-ce que tu veux répondre? Oui, c'est intéressant cette question parce qu'effectivement, nous avons une recommandation qui porte directement sur cette aide que les comités sectoriels et le milieu pourraient apporter à la formation pour aider les entreprises à mieux les outiller pour faire face à cet écart de compétences. Bien, merci, Lynn. Oui, puis je sais qu'on ne vous voit pas, là, mais on sait que dans les gens qui sont inscrits aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de représentants d'entreprises. Donc, la question est très pertinente. Valérie, est-ce qu'on aurait une dernière petite question pour cette section-ci? Oui. Quel est le salaire moyen d'un technicien ou technicienne comparativement à l'automobile? Oh, Lynn, est-ce que tu peux répondre? En fait, je n'ai pas de statistiques précises. Je sais que les CPA, oui, les comités paritaires. Les comités paritaires ont des statistiques à ce niveau-là et que le salaire tourne entre 30 et 40 $, mais je ne vais pas me tromper, là, il faudrait qu'on vérifie. Mais ce qui est clair, c'est que le travail de mécanicien de véhicules lourds routiers est beaucoup mieux payé que dans le secteur de l'automobile. Ça, c'est vraiment clair. Parfait. Bien, merci, Lynn. Donc, s'il y a d'autres questions, Valérie, on les garde, puis à la fin, on pourra poursuivre, on pourra y répondre là, si on a un petit peu de temps encore. Donc, Lynn, oui?
Merci. C'est bon, merci. Merci. Merci, Valérie. Donc, je t'inviterai, Lynn, à poursuivre. On a une autre section qui touche plus spécifiquement à l'analyse de métier et des besoins de formation. Le travail avec les experts a permis de bâtir une charte de compétences qui permet d'identifier les tâches et les responsabilités, en fait, là, des mécaniciens de véhicules lourds. Alors, on a pu identifier 12 champs de compétences qui composent, dans le fond, le métier des mécaniciens de véhicules lourds. Ce ne sont pas tous les mécaniciens de véhicules lourds qui accomplissent, qui interviennent dans ces champs de compétences, mais on a voulu faire un portrait global de l'ensemble des secteurs, des champs de compétences dans lesquels était susceptible d'intervenir un mécanicien de véhicules lourds. Alors, je vous les lis et je vous les présente rapidement. Le premier, c'est accomplir des activités régulières et routinières. Alors là, on va parler d'activités de santé, sécurité, l'entretien des outils et des équipements, l'organisation du travail. On va surtout parler de l'entretien périodique qui doit être effectué de façon périodique et les inspections gouvernementales obligatoires. Alors, toutes ces tâches-là sont incluses dans le premier champ de compétences qu'on a appelé des activités régulières et routinières. Le deuxième champ de compétences, c'est l'entretien et la réparation des moteurs et des systèmes connexes. Ensuite, on va à l'entretien et la réparation des systèmes pneumatiques, l'entretien et la réparation des systèmes de freinage. Donc, les champs de compétences sont organisés autour de systèmes sur lesquels ont à intervenir les mécaniciens. Alors, pour être plus rapide, je vous nomme seulement les systèmes. Donc, on parle de systèmes électriques et électroniques. On va parler des transmissions, on va parler de direction, châssis et cadre, suspension, roues, moyeux et pneus, semi-remorques, les systèmes de conditionnement d'air, les systèmes hydrauliques et finalement les systèmes électriques et hybrides et électriques, qui est vraiment un nouveau champ de compétences là, qui vient s'ajouter aux attentes qu'on a pour les mécaniciens. Au niveau de l'offre de formation qui est existante, on voit qu'il y a un programme de formation initiale qui est proposé par le ministère de l'Éducation. Il y a plusieurs programmes. Il y a le DEP, mécanicien de véhicules lourds routiers, qui est le principal programme de formation initiale là, pour accéder au métier. On voit aussi qu'il existe une AEP mécanique de remorque de camion. Il y a une attestation de spécialisation de mécanique de moteur diesel et de contrôle électronique. Et il y a une ASP aussi, une attestation de spécialisation mécanique spécialisée d'équipements lourds là, qui se rapproche, qui est connexe, dans le fond, au métier de véhicules lourds routiers. Alors, ces 4 programmes, dans le fond, peuvent procurer, si on peut dire, des diplômés en mécanique de véhicules lourds. Mais le constat qui a été fait, c'est que, dans le fond, ces programmes n'attirent pas suffisamment de personnes, sont méconnus et n'attirent pas suffisamment là, de candidats pour avoir une main-d'œuvre, suffisamment de main-d'œuvre qualifiée. Une autre source de formation, c'est la formation par les fabricants. Alors, d'abord, on a une formation technologique qui est fournie aux concessionnaires. Alors, dès qu'il y a des nouveaux équipements, nouvelles technologies sur les véhicules lourds, les fabricants vont donner une formation aux concessionnaires. Cette formation est obligatoire pour pouvoir représenter, dans le fond, la marque de véhicules lourds. Et il y a aussi, les fabricants vont aussi donner des formations de base lorsque les gens vont acheter des licences pour les mises à jour des logiciels de diagnostic. C'est très coûteux
Et ce n'est vraiment pas toutes les entreprises qui peuvent se permettre d'avoir des licences à jour, puisque dès que les changements sont rapides et dès qu'il y a des changements, bien, dans le fond, il faut renouveler la licence pour avoir accès à l'information. La formation par les concessionnaires, c'est un autre moyen qui, dans le fond, donne certaines formations de base aux entreprises lors du renouvellement de leur flotte. Et finalement, il y a la formation continue en entreprise qui s'offre à différents niveaux. On va parler principalement d'entraînement à la tâche, soit par parrainage ou jumelage pour les nouveaux mécaniciens, diplômés ou non. Donc, c'est plus un accompagnement, soit par un mécanicien expérimenté, et on constate qu'il n'y a pas nécessairement de formation de formateur, même s'il y a une formation de formateur mécanicien de véhicules lourds routiers qui est offerte par Camoroute. Alors, il y a du travail à faire à ce niveau-là, justement, pour outiller les mécaniciens à l'interne, les compagnons, si on peut dire, pour leur permettre de donner une formation, d'encadrer une formation qui soit structurée. Alors, ça répond un petit peu à la question que j'ai eue un peu tantôt. Les besoins de formation prioritaires qui sont ressortis, on en a 4 grandes catégories. D'abord, les besoins de formation les plus importants vont porter sur les tâches d'entretien de base que je vous ai présentées tout à l'heure dans la charte de compétences. Donc, ça va être des besoins qui vont porter sur la santé-sécurité. Je vous rappelle que ces besoins-là ont été identifiés auprès des 57 entreprises qui ont répondu au sondage lors de l'analyse des besoins de formation. Alors, santé-sécurité, c'est ressorti, on parle des inspections gouvernementales, de l'entretien périodique, puis on parle des activités nécessaires à la sécurité. Ça, c'est une autre caractéristique du métier de mécanicien de véhicules lourds. C'est un métier où il y a beaucoup de risques au niveau de la santé-sécurité au travail. Donc, il y a des besoins de formation à ce niveau-là. Il y a des besoins prioritaires aussi pour environ 50% des ateliers mécaniques dans tous les secteurs. On parle de besoins au niveau des systèmes pneumatiques et hydrauliques, des moteurs et des systèmes connexes, les systèmes électriques et électroniques et les transmissions. La troisième catégorie de besoins de formation porte sur les outils et les équipements. On va parler d'équipements d'atelier, donc chariot élévateur, pont roulant. Il y a un besoin important à ce niveau-là. On va parler aussi d'outils de diagnostic électronique, donc des logiciels de diagnostic, des ordinateurs, d'outils de diagnostic du système de charge et de démarrage. Donc, ça, c'est des technologies nouvelles et il y a un besoin important là, pour les mécaniciens d'actualiser leurs compétences. Et on va parler aussi d'outils de mesure, certains outils de mesure pour les freins et les pneus qui sont ressortis comme étant importants. Un quatrième besoin qui porte justement pour faire face à la croissance des véhicules hybrides et électriques. On va parler des systèmes qui ont été en fait nouveaux systèmes ou des systèmes actuels, mais qui ont été touchés, qui sont touchés ou différents par rapport au fait que le véhicule soit hybride et électrique. Alors, on va parler de systèmes de motorisation, les systèmes de conversion de tension, DC-DC et haute tension. Donc, il y a un élément santé-sécurité vraiment très important pour faire le travail d'entretien et de réparation de véhicules hybrides et électriques. On va parler d'accumulateurs aussi, système de recharge, système de gestion thermique et des composants des systèmes de contrôle du châssis, ce qu'on appelle les body controllers. Donc, voici les besoins de formation et les besoins au niveau là, de ressources humaines. On est encore rendu à une petite période de questions. Oui, effectivement. Merci, Lynn. Valérie, est-ce que tu peux me dire si on a reçu des questions par rapport? Il y a une main levée de M. Leduc. Écoutez, gardez peut-être votre question ou peut-être la poser dans la zone de conversation
pour accélérer, là, comme on est plusieurs à la présentation aujourd'hui, on n'accordera probablement pas la parole, là, on n'ouvrira pas vos micros. Donc, ça va vraiment se faire là, par écrit. On est vraiment désolé de la situation, là, mais pour accélérer vraiment la présentation, fait que c'est possible de poser votre question là, dans la zone de conversation. Donc, Valérie, tu me dis qu'il n'y a pas de question ou il y a une question? Ou... Une vient d'arriver. Peut-on OK. dire que tous les besoins sont prioritaires? Pardon? Est-ce que tu peux répéter la question, Valérie, s'il te plaît? Peut-on dire que tous les besoins sont prioritaires? En fait, il y en a des plus prioritaires que d'autres. Il y a certaines entreprises qui, en fait, je vous les ai nommées dans l'ordre d'importance numérique là, quand on a fait le sondage. Alors, ce qu'on peut voir, c'est quand je vous disais que les besoins les plus importants, là où les entreprises ont identifié le plus de besoins, que ce soit les concessionnaires, les entreprises privées ou les ateliers mécaniques indépendants, peu importe le secteur, c'est les besoins au niveau de la santé-sécurité, l'inspection gouvernementale, les entretiens périodiques. Puis, bon, je vous indique que 50% des répondants, après ça, ont identifié des besoins sur certains systèmes en particulier. Alors, oui, tous ces besoins-là sont prioritaires, mais évidemment, ne seront pas touchés ou développés au même rythme. Par contre, il y aura lieu de prioriser parmi ces besoins-là et les besoins de véhicules hybrides et électriques. Il n'y a pas encore vraiment, sauf dans le domaine des autobus, il n'y a pas encore vraiment d'entreprises qui ont vraiment des flottes au niveau hybride et électrique. Mais il faut se préparer parce que c'est en croissance. Alors, on a juste à voir les commandes qui se passent actuellement au niveau des véhicules hybrides et électriques et de voir aussi, dans le fond, les orientations gouvernementales à ce niveau-là pour 2030 et 2035 au niveau des autobus scolaires, particulièrement, où il y a beaucoup de pression actuellement. Donc, ce n'est pas une priorité à court terme, mais il faut se préparer. Il faut vraiment arriver à répondre, à préparer les gens à faire face là, à ce changement-là. Merci, Lynn. Valérie, est-ce on pourrait prendre une dernière question parce que le temps file quand même vite. Est-ce qu'on aurait une autre question? Oui. Quelle est l'importance du parc de véhicules lourds électriques? Oh, bien, Lynn a répondu un petit peu, je pense un peu, mais je te laisserai répondre. Bien, en fait, il y a certains concessionnaires qui commencent à vendre des véhicules lourds électriques, mais le parc où il y aurait, je dirais qu'il y a le plus de véhicules lourds électriques, c'est dans les autobus scolaires. C'est au niveau des autobus scolaires qui ont déjà commencé cette transformation-là depuis quelque temps. Dans les entreprises de marchandises, à mon avis, en tout cas, je crois qu'il n'y a aucune entreprise actuellement qui dispose de véhicules lourds routiers dans sa flotte, hybrides et électriques, ce que je veux dire. Donc, certains concessionnaires, dans les ateliers mécaniques, je serais surprise là, qu'ils aient à intervenir là-dessus, peut-être au niveau des autobus scolaires, mais c'est tout. OK. Bien, merci, Lynn. Donc, s'il y a d'autres questions, on les gardera, puis on pourra y répondre peut-être un petit peu plus tard. Dans le fond, on arriverait à la section recommandations et pistes d'action. Lynn va vous présenter les recommandations. Et par la suite, on va vous inviter à être un petit peu actif là, dans la présentation, donc à prioriser selon vous. On a comme un petit sondage, donc fait que ça va se suivre là, à cette section-là. Donc, Lynn, je t'inviterai à présenter les recommandations d'études. Parfait. Merci. Donc, considérant que l'industrie du transport routier est en pleine évolution, pour ne pas dire en grande évolution, que l'entretien et la réparation des véhicules lourds routiers deviennent des activités de plus en plus complexes, que le métier de mécanicien exige d'acquérir de plus en plus de compétences techniques liées à des technologies de pointe,
que le métier a besoin d'être revalorisé et son impact sur la sécurité routière a besoin d'être reconnu afin d'accroître son pouvoir d'attraction de la main-d'œuvre dans le secteur, que la formation initiale suit difficilement l'évolution du secteur, que les entreprises du secteur doivent améliorer leur capacité d'attirer, de recruter et de retenir des mécaniciens et mécaniciennes de véhicules lourds routiers, et finalement que les entreprises du secteur ne disposent pas suffisamment d'outils pour encadrer efficacement le développement de cette main-d'œuvre. Nous recommandons 4 recommandations principales. D'abord, de développer une stratégie de valorisation et de reconnaissance et de promotion avec les partenaires du marché du travail et du milieu de l'éducation. Donc, première recommandation. De solliciter le ministère de l'Éducation afin d'entreprendre une révision du programme de formation initiale mécanicien de véhicules lourds de façon à pouvoir actualiser et adapter aux besoins des entreprises ce programme. D'élaborer une stratégie de soutien et d'accompagnement du milieu de travail dans lequel œuvrent les mécaniciens et mécaniciennes. Et ça fait référence, dans le fond, à la question que j'avais tout à l'heure, comment on peut aider les entreprises justement à mieux structurer au niveau de la formation. Et finalement, instaurer une veille technologique visant à réduire l'évolution touchant l'industrie des véhicules lourds routiers. Alors, ces 4 recommandations-là se subdivisent en fait en différentes pistes d'action. Et c'est là que j'aimerais, en fait, utiliser, dans le fond, vous demander de nous aider à identifier les priorités. Donc, excusez-moi, on va faire un sondage qui va nous permettre d'identifier, dans le fond, les priorités. Alors, je demande votre participation. Je vous lis les questions. Est-ce que vous voyez le sondage? OK. Alors, je vous lis et je vous demande de voter pour pouvoir... on vous demande de nous identifier une des pistes que vous considérez comme étant la plus prioritaire. Parmi les pistes d'action suivantes pour développer avec les partenaires du marché du travail et du milieu de l'éducation, une stratégie de valorisation, de reconnaissance et de promotion, selon vous, laquelle devrait être considérée comme prioritaire? Donc, les pistes d'action, promouvoir l'industrie du véhicule lourd routier comme marché du travail pour les mécaniciens, promouvoir et valoriser le métier de mécanicien véhicule lourd routier comme emploi, promouvoir l'importance et la nécessité de la formation professionnelle pour exercer le métier de mécanicien, créer une synergie entre les partenaires du marché du travail et de l'éducation dans la valorisation et la promotion du métier et des programmes de formation professionnelle, évaluer la nécessité de mettre en place un processus uniforme d'encadrement et de certification du métier et finalement, préciser et mieux documenter les statistiques du marché du travail, que ce soit le code CNP ou le code SIAN pour les industries, sur le métier de mécanicien de véhicules lourds routiers. Alors, je vous laisse 10 secondes pour répondre. Pendant ce temps-là, Lynn, on a 4 questions. Hein? Dans le sondage, il y a 4 questions. Donc, est-ce que ça fait 10 secondes? Ça a toujours l'air plus long quand on attend. Je pense qu'il y a encore des gens qui répondent, mais je pense que ça fait pas mal. OK. Si tout le monde a bien répondu, je vais mettre fin au sondage et je vais partager avec vous les résultats. Donc, vous voyez bien les résultats.
Alors, la priorité numéro 1 comme piste d'action, ce serait de créer une synergie entre les partenaires du marché du travail et de l'éducation dans la valorisation et la promotion du métier et des programmes de formation professionnelle. Alors, c'est vraiment là, la piste d'action qui se distingue et qui vous apparaît la plus importante. On a ensuite, avec 12 répondants ou le quart des répondants, promouvoir l'importance et la nécessité de la formation professionnelle pour exercer le métier de mécanicien de véhicules lourds. Promouvoir et valoriser le métier de mécanicien comme emploi, ça arriverait en 3e place. Ensuite, évaluer la nécessité de mettre en place un processus d'encadrement et de certification du métier. Et finalement, promouvoir l'industrie comme marché du travail pour les mécaniciens. OK, donc la piste la plus importante, c'est celle-ci que vous avez identifiée. Ça va? On passe à la deuxième question, deuxième recommandation. Est-ce que vous la voyez? Non. OK, un instant. Oui. OK. Parmi les pistes d'action suivantes pour entreprendre une révision du programme de formation initiale mécanique de véhicules lourds routiers, selon vous, laquelle devrait être considérée comme étant prioritaire? Vous pouvez faire un seul choix, je vous le rappelle. Alors, revoir le contenu du programme mécanique de véhicules lourds routiers, créer des voies de spécialisation dans le programme, réviser le programme afin de maximiser le transfert des compétences sur les processus de travail pour l'entretien, le diagnostic et la réparation des systèmes, s'assurer de maintenir une offre de formation en région, développer une stratégie de recrutement visant l'augmentation du nombre d'inscriptions au programme de mécanique de véhicules lourds routiers et déployer une approche innovante de projets d'apprentissage accru en milieu de travail ou de formation en alternance travail-études. Donc, dans le fond, augmenter le temps de pratique en milieu de travail. Donc, on laisse encore 10 secondes pour répondre. OK, je dirais que je crois que le vote est terminé. Donc, la piste d'action prioritaire, c'est de déployer une approche d'apprentissage accru en milieu de travail de façon à permettre aux mécaniciens de développer une expérience en cours d'études et de vraiment l'adapter aux besoins des entreprises. Et le deuxième élément, développer une stratégie de recrutement visant l'augmentation du nombre d'inscriptions au programme de mécanique de véhicules lourds routiers. Alors, ça semble être vraiment là, les deux éléments qui ressortent. Alors, je mets fin au vote. Et voici les résultats. Je les ai lus sans vous les montrer. Mais voici la preuve que c'est bien l'approche d'apprentissage accru en milieu de travail qui ressort comme étant prioritaire. Et ensuite, la stratégie de recrutement pour le programme de formation. Ça vous va? Oui. Troisième sondage. On ne le voit pas. Oui. Non, c'est ça. C'est okay. ça. Ça s'en vient. Ça s'en venait, mais... Bon, un peu. Sondage 3. Voilà. Ah, là, on le voit. Désolée. Non, pas de problème. Parmi les actions suivantes pour élaborer une stratégie de soutien et d'accompagnement du milieu de travail, donc les entreprises dans lesquelles œuvrent les mécaniciens et mécaniciennes de véhicules lourds routiers, selon vous, laquelle devrait être considérée comme prioritaire? Alors, supporter l'implantation de pratiques gagnantes en gestion des ressources humaines, recrutement pour
recrutement pour les entreprises et autres pratiques. Faciliter la structuration, l'accompagnement et la mise en place de pratiques de formation continue performantes en entreprise. Rendre accessible la formation du programme d'entretien préventif, le PEP, qui est offerte par le CAMO Route, mais la rendre accessible aux entreprises du secteur de services automobiles. Encourager et soutenir un meilleur partage et une diffusion accrue des informations techniques et des formations sur les technologies émergentes. Alors, je vous donne votre 10 secondes pour prioriser. Un seul choix. Je pense que c'est bon, Lynn. OK. Alors, ce qui ressort clairement, c'est que faciliter la structuration, l'accompagnement et la mise en place de pratiques de formation continue performantes en entreprise, c'est clairement la priorité, ce qui démontre bien, dans le fond, les intentions des entreprises de voir la formation comme étant une solution. Encourager et soutenir un meilleur partage, une diffusion accrue des informations techniques et des formations revient en deuxième place. Parfait. Dernier petit sondage. Il y a moins de choix, vous allez voir. Au niveau des pistes, parmi les pistes d'action suivantes, pour instaurer une veille technologique visant à suivre l'évolution touchant l'industrie des véhicules lourds routiers, selon vous, laquelle devrait être considérée comme prioritaire? Alors, il y a deux pistes. Développer des partenariats avec les intervenants clés des secteurs services automobiles et transports routiers susceptibles de détenir des informations stratégiques sur l'évolution technologique de l'industrie des véhicules lourds routiers et maintenir la table de concertation de l'industrie du véhicule lourd routier qui existe déjà, conjointe entre les deux comités sectoriels de main-d'œuvre. Alors, quelle piste vous apparaît la plus importante, prioritaire? Je pense que c'est pas mal arrêté. Ah, il y a encore des gens qui votent. Oui, on dirait que c'est pas mal arrêté. Oui. Donc, la piste prioritaire, c'est de développer des partenariats avec les intervenants clés des deux secteurs de façon à détenir qui détiennent des informations stratégiques sur l'évolution technologique de l'industrie et de façon à pouvoir là, justement instaurer cette veille technologique pour aider le secteur des véhicules lourds routiers. Alors, j'arrête le partage. Nous en sommes arrivés. Est-ce qu'il y a des questions? C'est ça, je vais peut-être juste fermer complètement, Lynn, le sondage. Merci beaucoup de vous être prêté à l'exercice. C'est vraiment bien. On aurait encore un petit peu de temps avant la fin de notre présentation pour des questions. Donc, je m'adresserai à ma collègue Valérie s'il y a des questions par rapport aux recommandations, parce qu'on n'a pas couvert là, cette section-là en termes de questions.
Donc, je ne sais pas, Valérie, si tu avais des questions par rapport aux recommandations. Non, Tu n'as aucune question qui est rentrée? non. J'en ai une, mais c'est pas pour la recommandation. OK, parfait. Ben, écoutez, peut-être que tu peux la poser, même si c'est pour une autre section, parce qu'on a pas Parfait. mal fait le contenu là, de notre présentation. Est-ce que tu veux la poser? Oui, le programme MVLR a été mis à jour en 2015 et a été conçu dans le but de laisser de la latitude aux enseignants pour ajuster le contenu aux nouvelles technologies. Est-ce bien ça? Lynn, est-ce que tu veux répondre? Bon, en Est-ce fait, que je ne serais pas en mesure de répondre directement à cette question-là. Il faudrait peut-être plutôt poser la question aux intervenants du milieu de l'éducation. OK, On ne m'a pas fait part durant l'étude d'une telle marge de manœuvre. Alors, OK, je ne peux pas parfait. confirmer ou infirmer. OK. Ce qu'on pourrait faire, écoutez, je ne sais pas s'il y en a qui sont plus à l'aise. Comme on a encore un petit peu de temps, on avait prévu là, quand même encore jusqu'à midi la présentation. Si des gens voudraient peut-être poser on n'aurait pas beaucoup de temps, là, mais voudraient poser des questions à haute voix, je sais des fois c'est plus facile. Vous pourriez peut-être lever votre main sur votre, comme il y en a qui l'ont fait là, tantôt, et virtuellement, parce que vos caméras sont fermées. Et on pourrait vous donner le droit de parole et ouvrir votre micro à ce moment-là. On pourrait le faire peut-être, c'est ça, pour s'il y en a qui ont des questions à poser puis qui préfèrent le faire verbalement. Sinon, ben, il sera toujours temps là, de nous envoyer, si jamais vous avez d'autres questions, quoi que ce soit là, par la suite, de nous en faire part. Puis ça va nous faire plaisir là, de vous répondre. Au niveau des rapports aussi, là, tous les rapports vont être disponibles aussi à partir de la semaine prochaine. Donc, ça va être vraiment disponible là, pour vous, autant le rapport final, qui est vraiment les faits saillants et les recommandations, que tous les rapports là, qui ont été faits. Donc, c'est vraiment une très, très grosse étude. Donc, dans l'analyse de métier, on avait le portrait du secteur, le diagnostic de ressources humaines, l'analyse de besoins de formation, et des besoins, analyse du métier et des besoins, et le rapport final et recommandations. Donc, et la présentation est enregistrée aussi, donc il sera possible de la rediffuser là, à compter de la semaine prochaine. Donc, Valérie, est-ce que tu peux me dire s'il y a des gens qui souhaitaient poser une question à haute voix ou il n'y avait pas de demande par rapport à ça? Je vois rien de... Non. Parfait, c'était très clair. Donc, ça, on aime ça. Donc, écoutez, moi, si ça vous va, je dirais un petit peu le mot de la fin. Donc, comme je vous disais tantôt, les différents rapports et la rediffusion seront disponibles là, dès la semaine prochaine. Donc, on va vous faire parvenir là, l'information à cet effet-là, là, probablement via une infolette et tout ça. Dans la prochaine phase, c'est sûr qu'on va élaborer un plan d'action avec les partenaires de l'industrie pour mettre en œuvre les différentes recommandations de l'étude. C'est sûr qu'on va tenir compte de vos recommandations aussi, de la priorisation. Puis en terminant, ben, c'est sûr qu'on tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué à l'étude. Il y a eu beaucoup de gens qui se sont impliqués. On avait un comité de suivi extraordinaire qui a fait un travail là, exemplaire tout au long là, de la dernière année. Des experts du métier, les répondants au sondage, des responsables RH. Je remercie aussi, bien entendu, la CPMT qui a financé l'étude. Je remercie mes collègues là, du Camoroute pour tout leur effort et le travail qu'ils ont mis là, dans cette étude-là. Merci aussi à notre consultante qui a mis beaucoup de temps et un travail exemplaire. Donc, merci Aline Côté. Et merci, bien entendu, à vous tous pour votre intérêt et votre présence aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à tous. Merci. Merci.